Salut à tous, donc aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. On va répondre à vos questions au sujet de la nutrition du coureur, la nutrition sportive aussi d'une manière un petit peu générale. Et donc pour ça, je suis accompagné de William Seychelles qui est coach avec moi au sein du coaching du coureur, mais qui est aussi enseignant, conférencier avec la clinique du coureur justement sur tous les cours de nutrition. Donc j'ai envoyé à toutes les personnes abonnées à ma newsletter un petit formulaire pour qu'ils puissent me poser directement leurs questions au sujet de la nutrition. Donc merci à tous d'avoir pris le temps de répondre. J'ai reçu vraiment beaucoup de réponses. Donc je suis désolé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de questions qui se recoupaient, donc on va essayer de faire des réponses un petit peu communes pour ces questions-là. Et puis on va rentrer un peu plus dans le détail sur certains sujets un petit peu plus précis. Donc voilà, c'est parti pour ça. Donc William, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à ces questions. Et très classiquement, je vais te demander de te présenter pour que les gens puissent savoir un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais. Et puis derrière, on attaque les questions. Ouais, ça marche. Tout d'abord, je te remercie à toi de ton invitation. Je suis vraiment agréablement surpris de voir toutes les réponses déjà que tu as eues au questionnaire que tu as lancé. Et du coup, c'est une belle chose déjà de voir que autant de gens s'intéressent à la nutrition et à l'alimentation en général. Donc, comme tu le disais, je m'appelle William, je suis kinésithérapeute et je me suis intéressé à la nutrition plus particulièrement quand j'ai eu mon premier petit garçon. Parce que c'est souvent justement lorsqu'on a des enfants qu'on commence à se poser un peu plus de questions sur ce qu'on va mettre dans son assiette et ce qu'on va mettre dans la sienne aussi. Et puis je m'y suis aussi intéressé dans ma pratique personnelle du sport et du trail. Et enfin, dans ma pratique de kiné, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de pathologies qu'on pouvait retrouver et énormément de liens qui pouvaient être faits entre des pathologies qu'on allait retrouver nous dans notre pratique quotidienne et puis avec des aspects plutôt en lien avec l'alimentation et avec l'hygiène de vie en général. Donc c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur et c'est dans ce sens-là que j'ai réalisé un premier diplôme universitaire en lien avec la nutrition, enfin un diplôme universitaire en nutrition, et puis que j'ai ensuite suivi le cursus de la nutrition positive auprès d'Anthony Berthoud, que j'ai pu avoir la chance de rencontrer initialement dans le cours 1.8 de la clinique du coureur. Et donc là, tout récemment, comme tu le disais, j'ai pu intégrer le rôle d'assistant speaker, d'assistant conférencier au sein de la clinique du coureur. Le terme assistant est important puisque en fait à la clinique du coureur, il y a tout un processus de formation des conférenciers qui est pour moi un gage de qualité dans les formations de la clinique du coureur et qui en fait pour moi un des organismes de formation les plus pertinents pour les professionnels de santé. Et de par ce processus qui est assez long et rigoureux, je ne peux pas pour le moment me dire conférencier, mais plutôt assistant conférencier auprès d'Anthony notamment. Ça marche, parfait. Merci pour cette présentation. Si tu es OK, on va commencer avec les questions. Ouais. Donc évidemment, la question qui est le plus revenue, les sujets qui sont les plus revenus, c'était évidemment quels étaient les conseils et les recommandations en termes de nutrition avant une épreuve et puis pendant une épreuve. Donc c'est un sujet qui est très vaste, qui va être difficile de résumer en quelques minutes, mais on a décidé de diviser ça en deux parties. La première partie pré-compétition et puis après la partie à l'effort, le jour de l'épreuve. Donc je te laisse nous apporter tes connaissances sur déjà la partie pré-compétition qui est en fait beaucoup plus importante que ce qu'on ne le pense. Ouais. En effet, toute la stratégie entre guillemets qui va être mise en place dans la semaine pré-compétitive va permettre finalement de donner une importance moindre et une pression moins importante dans la gestion de son alimentation en course, puisque finalement souvent les pratiquants pensent que la réserve énergétique qu'on va avoir pour pouvoir pratiquer une épreuve va être une réserve énergétique qu'on va retrouver dans le système digestif et que justement ce qu'on va consommer dans les heures qui précèdent une épreuve ou la veille d'une épreuve, c'est finalement ça qui va déterminer les réserves énergétiques justement qu'on va avoir pour pouvoir réaliser cette épreuve. Là où au final les réserves énergétiques qu'on va avoir sont non pas dans le système digestif mais plutôt dans le système musculaire et cette mise en réserve d'énergie, notamment de glucides sous forme de glycogène au niveau musculaire va pouvoir se faire bien en amont de la course, donc dans la semaine qui va précéder la course, et va permettre de se libérer d'un poids important
dans les heures qui vont précéder la course, et de pouvoir aussi mettre au repos son système digestif, puisqu'on va le voir ensuite que l'alimentation en course, c'est pas ce qui fait gagner une course, mais par contre c'est ce qui peut la faire perdre, dans la mesure où on n'a justement pas suffisamment préservé ce système digestif qui va être mis à rude épreuve pendant l'épreuve. Est-ce que du coup tu peux nous détailler un petit peu la semaine type avant une compétition? Comment est-ce qu'il faut s'organiser? Est-ce qu'il y a différentes phases? Comment est-ce qu'on s'organise par rapport à ça? Ouais. Donc en fait, dans une épreuve qu'on va prendre comme exemple là et qui se pratiquerait le dimanche, par exemple, dans la semaine qui précède, donc c'est-à-dire par exemple du dimanche d'avant au mardi par exemple, on va si l'épreuve est longue et qu'elle dure plus de 4 heures, on va chercher à diminuer ces stocks de glycogène pour pouvoir mieux les refaire ensuite. Donc c'est cette forme stockée des glucides dans le muscle. C'est une épreuve, c'est une étape qui finalement est optionnelle entre guillemets et qui concerne vraiment plus particulièrement les épreuves longues, mais qui peut très bien ne pas être mise en place pour les épreuves plus courtes et qui est entre guillemets non obligatoire. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que donc, durant cette épreuve-là, on va plus ou moins diminuer d'un tiers à peu près notre consommation de glucides, de sorte entre guillemets, à diminuer nos stocks et à continuer à pratiquer une activité physique telle qu'on l'avait prévu initialement, de sorte à diminuer ces stocks-là pour pouvoir mieux les refaire derrière. Mais j'insiste sur le fait que c'est une étape qui est pas obligatoire. Et c'est pas supprimer les glucides, c'est on diminuer. Est bien d'accord. Exactement, c'est souvent il a été fait le constat que des personnes qui diminuaient complètement, voire qui supprimaient complètement les glucides, et que finalement ça pouvait à la fois amener un stress, une pression mentale, parce que de supprimer les glucides à une semaine d'une épreuve, ça paraît pas physiologique et logique quelque part, et donc ça a amené un stress supplémentaire. Et la deuxième chose, c'est que même d'un point de vue de gestion de la fatigue et d'optimisation de la performance, c'était pas forcément quelque chose qui a été démontré comme supérieur. Donc là, il est plutôt recommandé une approche beaucoup plus modérée et beaucoup plus progressive et vivable pour le coureur, qui consiste à diminuer d'un tiers à peu près sa consommation de glucides telle qu'il l'aurait eu de façon générale. Ok, et du coup, tu disais tout à l'heure que on continuait l'entraînement à ce moment-là, donc on est souvent dans une période d'affûtage. Est-ce que justement il y a des recommandations sur le type d'entraînement à associer à cette stratégie nutritionnelle, ou on continue simplement la programmation prévue initialement? Alors, de façon, alors là on rentre plus dans la gestion et la quantification de la charge d'entraînement dans la semaine qui précède une épreuve, mais globalement les séances qui arrivent à cette étape de la préparation sont plutôt des séances d'affûtage, c'est-à-dire qu'ils vont être des séances qui vont être beaucoup plus courtes, avec un volume moins important, mais par contre dans lesquelles on va essayer de garder de la qualité et de l'intensité. Donc cette intensité-là va être utile parce que justement elle va permettre de taper un petit peu dans ces réserves-là et de les diminuer. Mais pour autant, le fait que le volume soit bien moins conséquent, c'est ce qui va permettre finalement de, pour autant, pas perdre en qualité dans les séances et pas non plus générer une fatigue de laquelle on n'aura pas récupéré au moment de l'épreuve. Donc classiquement, dans des séances d'affûtage, on va diminuer la durée des séances et grossièrement, on dit qu'on diminue le volume tout en gardant une intensité dans les séances. Okay. Mais là, on se rapproche plus de l'entraînement que... Donc ça, c'est la première phase. Voilà, première phase qui, je le répète, n'est pas obligatoire et qui est optionnelle. La deuxième phase, ça va être justement cette phase de mise en réserve, et qui, là où souvent on pense qu'elle va avoir lieu dans les 24 heures qui précèdent la course, c'est une épreuve qui, c'est une étape qui, par exemple, pour une épreuve qui a lieu le dimanche, va plutôt avoir lieu le mercredi. Autour du mercredi et puis du jeudi, on peut faire cette mise en réserve sur 24-48 heures, et qui va consister là au contraire à consommer plus de glucides qu'à l'habitude, sous forme en fractionnant ces prises, parce qu'il ne suffit pas non plus de se gaver à ce moment-là, mais justement de fractionner les prises et de consommer régulièrement des glucides, même plus qu'à l'habitude, en ayant des prises toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, tout en gardant malgré tout un mode de vie qui soit confortable et non focalisé sur cette prise glucidique. Tu as des petits conseils, des petits tips justement sur ce qu'on peut utiliser comme produit pour pas que ce soit agressif ou que ça perturbe trop nos habitudes? Parce que tu dis manger toutes les 2 heures, c'est pareil, c'est optionnel. Je suppose que
n'est pas obligé de manger toutes les 2 heures, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut grignoter ou consommer comme ça rapidement qui ne va pas trop nous déranger? Alors déjà, il faut garder un équilibre global dans les repas qui se rapproche de l'équilibre qu'on recherche au quotidien, en dehors de toute préparation sportive, donc avec un apport glucidique réparti sur la journée comme on le fait à l'habitude. Et puis éventuellement, on peut y ajouter un encas en milieu de matinée, un encas en milieu d'après-midi, sous forme par exemple de l'apport d'une compote supplémentaire qu'on n'aurait pas eu à l'habitude, d'une banane, de fruits secs par exemple, et également sous forme de biscuits diététiques, de choses malgré tout qui vont, et c'est là où il faut se méfier de parfois cette impression qu'on va aller vers du gavage ces jours-là. C'est pas du tout le cas, parce qu'il faut malgré tout chercher à garder de la qualité, comme tu le disais, pour respecter son système digestif, et aussi du fait qu'on ait diminué notre charge d'entraînement. L'idée, c'est de pas non plus entrer dans une spirale de prise de poids, d'un poids qui serait pas intéressant quelque part. Donc l'idée, c'est surtout de rester sur un mode alimentaire qui est habituel, mais de surtout apporter les aliments qu'on aurait eu au quotidien, mais d'y ajouter des collations où on va consommer voilà, une banane, peut-être un petit apport céréalier supplémentaire, des collations supplémentaires. Ok, ça marche. Et donc cette étape-là, elle va permettre de pouvoir ensuite aller progressivement vers une phase plutôt de mise au repos du système digestif, parce que justement le système digestif il va être mis à rude épreuve pendant votre épreuve. L'idée, ça va être de petit à petit reprendre une alimentation normale, une alimentation qui se rapproche de votre alimentation au quotidien, sans justement surplus énergétique, sans consommer plus que ce dont on a besoin pour un fonctionnement optimal, mais par contre en limitant des aliments qui pourraient être un peu plus agressifs pour le système digestif. Donc l'idée, c'est une fois que cette phase de mise en réserve a été réalisée, je ne l'ai pas dit, mais c'est une phase pendant laquelle il faut aussi veiller à bien s'hydrater, parce que on stocke pour pouvoir stocker ces glucides sous forme de glycogène, on a besoin d'eau. Il y a des molécules d'eau qui sont associées à ces molécules de glycogène, et donc c'est important de s'hydrater là aussi régulièrement. Donc petite parenthèse, et donc des aliments qui pouvaient être peut-être agressifs à peut-être éviter sur la fin de la semaine du coup. Ouais, donc ça va être typiquement tout ce qui va être les crudités, les fibres dures globalement, donc tous les légumes qui vont être fibreux et qui vont potentiellement vous générer même des troubles digestifs le reste du temps, pour lesquels vous savez que vous les tolérez mal au quotidien. C'est pas à cette phase-là qu'il faut les amener. Il vaut mieux les éviter à ce niveau-là. Donc ça va être à la fois tout ce qui va être fibres dures, les crudités, et puis tout ce qui va être aussi les graisses cuites. La friture, toutes ces choses qui finalement vont alourdir le bol alimentaire, vont ralentir la digestion et qui vont demander un travail supplémentaire au système digestif pour pouvoir être dégradé. Donc c'est des aliments qu'il va falloir limiter progressivement au fur et à mesure où on va se rapprocher de l'épreuve. Et ça va être aussi toutes les légumineuses qui peuvent occasionner des troubles digestifs le reste du temps. Et ces légumineuses, on va progressivement les réduire en se rapprochant de l'épreuve. Ok. Donc là, du coup, si je reprends un petit peu la semaine, donc on a commencé avec une phase qui est optionnelle, mais qui est une phase de décharge glucidique, j'essaye de consommer un petit peu moins de glucides pour vider un petit peu mes réserves de glycogène. Sans les supprimer complètement. Derrière, la phase de recharge glucidique, on avait plutôt tendance peut-être à placer juste avant la course, la placer plutôt en milieu de semaine. Tu disais mercredi, jeudi éventuellement, 24-48 heures, sans non plus rentrer dans le gavage, parce que une prise de poids ne serait pas la bienvenue, et puis il faut quand même penser à son confort digestif, que de se gaver, ce ne sera pas intéressant. Et enfin, sur cette dernière partie de semaine, donc les jours qui précèdent la course jusqu'à la course, d'être vraiment dans ce mode d'épargne et de conservation de
d'une digestion facile, d'épargne digestive on parle, pour vraiment arriver avec un système au repos qui n'est pas stressé, quoi. Exactement. Okay. Et garder en tête que justement tout le travail qui a été fait en amont va permettre finalement de ne pas avoir ce besoin de surconsommer la veille de la course, à la fois en termes de quantité, de portions, parce qu'on voit des choses parfois qui sont comment dire, pour lesquelles on sait qu'elles vont occasionner des troubles pour le coureur. Par exemple, on voit des fois régulièrement une grosse consommation de féculents, de pâtes, par exemple, de pâtes ou de féculents et de choses comme ça la veille de la course, qui finalement, notamment si vous avez un départ tôt le matin, seront encore dans le système digestif, qui n'auront pas été complètement digérés le lendemain, au moment du départ, et qui finalement vont probablement occasionner des troubles digestifs. Donc vraiment garder en tête que si le travail entre guillemets a été bien fait avant, vos stocks sont faits la veille de la course et c'est pas ce que vous allez consommer la veille de la course qui va vous permettre d'être performant. Ok. Donc là ça y est, on est le jour J. Ça va être quoi du coup les grandes recommandations sur peut-être on n'a pas trop parlé du dernier repas avant course, quand, comment, et puis derrière la stratégie à l'effort durant la course, même si encore une fois c'est très personnel, on ne peut pas donner de grandes recommandations applicables à tout le monde, mais voilà, d'avoir peut-être des grandes lignes par rapport à ça. Ouais. Alors le dernier repas avant course, généralement on le conseille dans les 3-4 heures qui précèdent l'épreuve, justement de sorte à être sûr de ne pas avoir cette lourdeur sur l'estomac entre guillemets au moment de l'épreuve. Et puis en fait, on va rester sur le même mode alimentaire que ce qu'on a eu sur les 2 derniers jours précédents. Quelque chose de très respectueux du système digestif, des aliments que vous connaissez, des aliments pour lesquels vous savez que vous n'avez pas de difficulté à les digérer, que vous assimilez bien. C'est vraiment pas le jour de l'épreuve qu'il faut faire des tests, et que ce soit lors du dernier repas avant course ou même au cours de l'épreuve. C'est pas à ce moment-là qu'il faut faire des tests de gâteaux énergétiques, de choses comme ça. Mais plutôt rester sur des choses simples et des choses pour lesquelles vous savez que vous les digérez bien. Autant le reste du temps, on va avoir dans une alimentation santé une tendance à plutôt privilégier des céréales complètes, des aliments complets à index glycémique bas, de sorte à avoir une régulation de la glycémie qui soit optimale au cours de la journée. Le jour de l'épreuve, on va plutôt, alors sans toujours de la même façon, sans surconsommer et sans être dans l'excès de ces aliments-là, on va plutôt favoriser des aliments qui vont être plutôt des produits un peu plus raffinés, avec un peu moins de fibres, donc pas forcément du pain complet, pas des céréales complètes, des choses comme ça, parce que justement la présence de ces fibres-là va ralentir la digestion et peut potentiellement aussi occasionner des troubles digestifs à l'effort. Je te donne un exemple personnel. Il y a souvent des courses qui vont commencer tu sais, à 4 h du matin, à 5 h du matin. Et donc là, on se pose forcément la question, puisque quand on se dit il faut que je mange 3-4 heures avant, 3-4 heures avant, c'est au milieu de la nuit. Moi, je sais que j'avais tendance à faire quand même un repas correct et à peu près normal la veille au soir, sur des heures un petit peu habituelles. Et que du coup, pour pas m'amener dans de la digestion, j'avais plutôt tendance à consommer quelques aliments, comme tu as dit tout à l'heure, à index glycémique très rapide. Ça pouvait être soit une compote, soit quelque chose avec même un pain blanc ou des choses comme ça, mais assez rapproché de la course, peut-être dans la demi-heure, voire dans l'heure qui précède la course. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est plutôt intéressant, ou vaut mieux quand même avoir une prise plus conséquente en se levant encore un peu plus tôt? Alors en fait, il y a 2 stratégies qui sont possibles. Soit on favorise le repas de la veille au soir, où du coup on va vraiment faire un repas un peu plus complet et qui va permettre finalement d'avoir un petit déjeuner avant la course qui va plus s'approcher d'une collation plus que d'un petit déjeuner en soi. Ça c'est la première chose. La deuxième stratégie, ça va être de plutôt se dire avant une épreuve, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent rentrer en compte, qui peuvent être des éléments stressants dans la préparation de son équipement, la préparation, le fait d'être à l'heure au moment de sa course, etc. Et qui font que des fois, le fait de se lever de bonne heure et puis de favoriser ces 3-4 heures justement avant la course
peuvent faire que le coureur va privilégier le fait justement de se lever 4 heures avant le départ, même si la course a lieu vers 5 heures du matin par exemple, de se lever de bonne heure, de prendre son petit déjeuner et puis justement de profiter du temps qu'il va y avoir après pour justement gérer tous ces à côté pratiques de la course en termes de préparation d'équipement et de choses comme ça, quitte à après, une fois que tout ça est prêt, d'avoir un moment où on va pouvoir se relâcher un petit peu plus parce que on se dit le petit déjeuner il est prêt, je l'ai pris suffisamment tôt avant mon épreuve, mon équipement est prêt, tous les aspects pratiques qui peuvent être des sources de stress ont été réalisés avant et du coup ça peut même permettre des fois de se poser un petit peu plus avant l'épreuve plutôt que d'être un petit peu en stress. Donc il peut y avoir les deux stratégies, soit de privilégier le repas de la veille au soir qui va vraiment être un repas un peu plus complet en se disant le matin je vais me lever, j'ai besoin de dormir donc je vais me lever un peu plus tard et juste prendre une petite collation, ou il peut y avoir la stratégie de se dire je charge pas trop la veille au soir, par contre je me garde bien ces 3-4 heures de réveil avant l'épreuve pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, ça va être la première chose que je vais faire et puis ça me laisse le temps après de pouvoir organiser toute ma préparation, tous les aspects pratiques de la course en attendant justement ces 3-4 heures et qui ne sont pas des heures de perdu quelque part. Ok. Donc ça parfait, là on arrive à la course et on va peut-être faire une petite distinction en fonction des types d'épreuves parce qu'évidemment on ne va pas s'alimenter pareil sur une épreuve de 2 heures comme sur un ultra qui peut durer 10, 15, 20 heures ou plus. Donc voilà, si on essaye de discerner un petit peu les différents types d'épreuves, qu'est-ce que tu pourrais recommander par rapport à ça? Ouais. Alors il va y avoir des épreuves pour lesquelles justement si le travail entre guillemets a été bien fait dans la semaine pré-compétitive, pour lesquelles il n'y a pas forcément de stratégie particulière à adopter au cours de l'épreuve. Jusqu'à des épreuves qui vont durer jusqu'à 2 heures par exemple, il ne va pas y avoir de raison de mettre en place une stratégie alimentaire particulière et là, quelque part c'est aussi l'entraînement et ce qui va avoir été mis en place à l'entraînement, notamment je crois que ça fait l'objet d'une question, tout ce qui est en lien avec les développements de certaines filières énergétiques, les filières lipidiques, etc. qui, si justement on a bien préparé aussi, on a utilisé l'entraînement pour développer ces différentes choses, on n'a pas forcément besoin d'avoir une stratégie en course qui va être exhaustive, si je peux dire, ou qui va être pour des courses de courte durée. Qui vont être complexes, mais où du coup sur des courses de courte durée, en fait, si alors non, ça c'est plutôt pour les épreuves de longue durée, mais où sur les épreuves de courte durée, si le travail a bien été fait dans la semaine pré-compétitive, finalement les stocks d'énergie qu'on va avoir au niveau musculaire, le stock de glycogène, vont être suffisants pour réaliser l'épreuve. On va avoir ensuite des formats un petit peu intermédiaires qui peuvent aller par exemple pour des courses sur route du semi-marathon ou alors sur des trails qui peuvent aller de 25 à 30 km pour lesquels on pourrait aussi faire l'épreuve complète en s'appuyant sur ces réserves de glycogène et aussi sur les stratégies qui ont été mises en place à l'entraînement pour justement développer davantage les filières lipidiques, mais où éventuellement on peut prévoir entre guillemets un apport de sécurité, un apport sous forme de barres, de boissons d'effort, de choses comme ça, ou simplement en s'appuyant sur les ravitaillements qui sont proposés par la course, et où là par contre le maître mot ça va être avant tout de ne consommer et de ne mettre en place que des stratégies qui ont été testées à l'entraînement et qui ont été réfléchies, qui ont été personnalisées, qui vous correspondent, parce que ce qui correspond à certains ne correspond pas forcément à d'autres, parce qu'on n'est pas tous égaux et parce qu'on n'a pas tous le même système digestif. Donc ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir testé toutes ces choses-là et de voir si finalement, même sur des épreuves de jusqu'à 20 km, si vous avez réellement besoin de mettre en place une stratégie particulière. En termes d'hydratation, tout va dépendre aussi des conditions météo, des conditions de forte chaleur, d'humidité, etc. qui vont conditionner le besoin de boire. Là, finalement, ce qui fait consensus, c'est que la sensation de soif est un indicateur fiable sur lequel on peut s'appuyer pour gérer son apport hydrique. Je bois quand j'ai soif. Voilà. Et pour des épreuves plus longues, alors on peut aller jusqu'à de l'ultra par exemple, là il va être intéressant d'anticiper cet apport énergétique en course. Et là encore on rejoint le fait de tout tester à l'entraînement, de tout tester lors des sorties longues, lors des randos courses qui ont été mises en place. C'était le sujet d'une question, comment est-ce qu'on teste à l'effort, comment est-ce qu'on met ça en place, parce qu'effectivement on entend souvent il faut tester l'entraînement, il faut le pratiquer, et comment on fait donc moi en tout cas c'est comme ça que je fais aussi sur des sorties longues ou des week-end shocks, des randos courses.
Donc vas-y, je te laisse reprendre là-dessus. Finalement, tu l'as dit, hein, l'entraînement, il sert à la fois à développer et à s'adapter d'un point de vue physique, mais les week-end shocks, par exemple, sont aussi le moment de tester son matériel, de tester son sac et aussi de tester des stratégies alimentaires, de tester les aliments que vous avez pu acheter ou auxquels vous avez pensé pour pouvoir réaliser votre effort, et de les tester à ce moment-là, parce que même si finalement ça génère des inconforts, il vaut mieux que ça les génère lors de ces sorties-là et puis de le savoir, plutôt que de les tester le jour de l'épreuve. Donc voilà, les randos courses, les sorties longues vont servir à ça. Et globalement, sur des épreuves longues, ce qui va être intéressant, c'est de varier si possible des apports liquides, des apports solides, de varier aussi les différents goûts, parce qu'on entend souvent, et pour l'avoir vécu aussi, on peut avoir très vite une saturation du goût sucré, parce que finalement sur les ravitaillements, on retrouve souvent beaucoup d'aliments sucrés et moins d'aliments salés. Et souvent les aliments salés ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de consommer au quotidien. Ça peut être des produits locaux, des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément les produits habituels. Donc ça peut être intéressant sur des épreuves très longues. C'est aussi là où l'assistance peut être intéressante pour justement vous proposer des aliments qui vont être digestes, que vous allez avoir testés, mais que vous ne pouvez pas emporter avec vous sur les courses. Donc ça peut être par exemple des pommes de terre bouillies, de la patate douce, des petites salades de quinoa, des choses comme ça, des choses que vous aurez testées, que votre assistance va pouvoir vous amener sur les lieux de course, qui vont vous permettre de varier un petit peu avec justement le goût sucré qu'on peut retrouver dans les produits énergétiques classiques qu'on trouve, mais qui en même temps vont vous permettre de ne pas non plus tout miser sur les produits salés qui peuvent être proposés au ravitaillement. Ouais, donc là c'est bien parce qu'on répond à deux questions qu'on a eues, qui étaient qu'est-ce qu'on mange sur les ravitaillements, et donc là tu réponds par c'est aussi bien quand on a la possibilité d'avoir une assistance, de justement utiliser des produits qu'on ne va pas retrouver sur les ravitaux classiques, donc de sortir peut-être des produits un peu trop sucrés, glucidiques des ravitaillements, et du coup de favoriser des produits salés avec de la pomme de terre. Et l'autre question qu'on a eue, c'était sur l'alternance entre les prises de substances liquides et solides. Voilà, peut-être d'alterner régulièrement, de ne pas faire que du solide ou que du liquide, d'alterner des choses salées, des choses sucrées pour éviter d'arriver au dégoût en fait. Et en fait, l'alternance de liquide et de solide, c'est vraiment dépendant de l'individu, parce qu'il peut y avoir des personnes qui s'alimentent uniquement de liquide sur des courses et qui sont complètement ok et à l'aise avec ça. Et si comme quelque part, qui prend que des gels par exemple. Ouais, par exemple. Mais en fait, à partir du moment où on est adapté à une stratégie et que tout va bien et qu'on n'a pas de troubles digestifs et tout ça, c'est que la stratégie est probablement la bonne, et que de la même façon que lorsqu'on court avec une paire de chaussures et qu'on est bien avec cette paire de chaussures, qu'on n'est pas blessé, qu'on performe, il n'y a pas forcément de raison d'aller y changer quoi que ce soit. Et au niveau de l'alimentation, c'est exactement pareil. Si vous tolérez bien le liquide et que du coup vous avez une boisson d'effort que vous tolérez bien, ou alors que même simplement l'apport d'eau associé à ce que vous allez trouver sur le ravitaillement vous correspond complètement en termes d'apport liquide et solide, et il n'y a vraiment aucun souci à garder cette stratégie-là, qui est finalement celle qui vous convient le mieux. Au niveau du ravitaillement, on peut parfois aussi observer ce qu'on appelle le syndrome du ravitaillement, qui fait que la simple vue de tout ce qu'il peut y avoir sur les tables de ravitaillement va entraîner une consommation importante en termes de portions, en termes de quantité consommée, et qui finalement va rendre difficile la digestion, parce que le système digestif est vraiment sollicité pendant une épreuve, mais sollicité dans le sens où justement il est mis au second plan par l'organisme au profit de l'effort musculaire. Donc de cette façon-là, ça va être important de limiter aussi les prises, de limiter aussi un apport trop important sur les ravitaillements. Et le maître mot dans tout ça, c'est ce qu'on oublie aussi, ce qu'on oublie souvent lorsque l'apport est solide, c'est que la chose la plus importante, la première étape de la digestion, c'est la mastication. Ouais, c'est à ça que je pensais. Et c'est cool. Et du coup, parfois la vue de ce qu'il y a sur les ravitaillements, parce qu'il y a aussi des produits locaux et qui nous font plaisir aussi de consommer et de trouver, vont faire que d'un
on peut avoir des comportements frénétiques qui vont nous faire consommer beaucoup en quantité, mais en négligeant un petit peu cette première étape de la mastication, et où finalement on va avoir une mauvaise expérience suite à ça en course, et on va mettre le doigt sur ce qu'on a consommé au niveau qualitatif, alors que finalement c'est peut-être pas ce qu'on a consommé qui a posé problème, mais c'est la façon dont on l'a consommé. Donc finalement, des fois, les solutions, elles sont plutôt simples et c'est souvent en revenant à des choses très simples qu'on peut optimiser l'alimentation en course. C'est avant tout préserver son système digestif, et la première façon de le préserver, c'est pour une part la nature des aliments qu'on va consommer, mais aussi respecter la première étape de la digestion qui est la mastication. Ok. Tant qu'on parle un petit peu de la nutrition à l'effort, on avait une question aussi sur les boissons d'effort et donc les boissons isotoniques avec la prise combinée de gel. On en a discuté un petit peu, donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ouais. En fait, finalement, ça rejoint encore le respect de cet écosystème intestinal et le respect aussi du système digestif, qui fait que le fait de consommer une boisson d'effort associée à un gel peut occasionner, alors là encore, si vous l'avez testé et que vous êtes complètement à l'aise avec ça, changez rien, mais ce qu'on observe, c'est que ça peut générer ce qu'on appelle des bombes digestives et générer par la suite des diarrhées, ce qu'on appelle des diarrhées osmotiques, c'est-à-dire que la trop grande affluence d'un coup de glucides notamment peut entraîner une fuite d'eau importante du système interstitiel vers le système digestif et entraîner par la suite des diarrhées qui du coup vont forcément être perçues comme un trouble digestif à l'effort, qui est une grosse part d'une des défauts de performance en course, mais aussi d'une mauvaise expérience, d'une perte de plaisir en course et voire même parfois d'abandon en course. Donc, c'est d'ailleurs une des principales causes d'abandon sur ultra, des troubles digestifs. J'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est la plus grosse, c'est la première cause d'abandon sur ultra. Donc effectivement, c'est quand même un point hyper important. Si je dois reprendre un petit peu ça, vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir de cette nutrition à l'effort, c'est encore une fois, comme la stratégie en fait la veille ou l'avant-veille de course, c'est préserver un confort digestif optimal et que c'est pas tant, même si ça a une importance, la nature des aliments qu'on mange, mais peut-être la stratégie qu'on met en place, la façon dont on les mange, le rythme auquel on les mange, ou aussi le type d'aliment quand même qu'on va ingérer. La nature de l'aliment est importante quand même. Va venir des fois nous stresser notre système digestif qui n'a pas besoin de ça à l'effort, et parfois nous mettre un petit peu sur le côté, quoi. Exactement. Et en fait, j'irais même encore plus loin. L'alimentation en course, si on veut entre guillemets s'enlever encore ce stress et cette pression qu'il peut y avoir sur qu'est-ce que je vais manger, de quoi j'ai besoin. On parlait tout à l'heure de la stratégie qu'on va mettre en place à l'entraînement. Et de la même façon, plus on va avoir fait ses stocks la semaine avant, plus on va s'enlever une pression pour la veille de la course, plus aussi on va avoir habitué notre organisme à utiliser, alors je parle là pour les efforts longs bien sûr, mais plus on va avoir habitué notre organisme à utiliser certaines filières énergétiques, plus on va l'avoir habitué à quelque part à être moins dépendant de ses apports énergétiques en course, plus finalement on va s'enlever la pression plus on va diminuer cette dépendance à l'alimentation en course, et finalement on se rendrait compte quelque part qu'on peut réaliser des efforts longs à basse intensité, même parfois très longs, sans forcément avoir besoin d'avoir un apport énergétique qui soit vraiment important. Parfait. Écoute, j'espère que cette partie un petit peu sur la préparation avant la course et puis la course pourra répondre à pas mal des questions qui étaient posées. On avait vraiment beaucoup de questions à ce sujet-là. On va essayer de répondre à quelques questions qui sont un petit peu plus spécifiques maintenant, et puis peut-être qu'on reviendra en fait, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se recouper avec la course. Mais je vais prendre par exemple la question sur en fait plus la nutrition un petit peu au quotidien. On a une question qui était: quels sont les basiques à respecter pour optimiser les performances, et quels impairs sont à éviter pour ne pas augmenter le risque de blessure? D'accord. Cette question nous intéressait pas mal. Ouais, la formulation de la question est intéressante, puisque finalement on a dans un premier temps l'approche de l'alimentation à des fins de performance, et dans un second temps l'apport de l'alimentation dans un but de prévention et de limitation du risque de blessure. Là où finalement
Alors, la première chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de performance en étant blessé. Et, ou alors, si on performe en étant blessé, c'est qu'on aurait forcément encore plus performé en n'étant pas blessé. Et finalement, la formulation de la question, elle est intéressante puisque, quelque part, l'alimentation au quotidien, ce qui va permettre d'éviter ce risque de blessure-là et ce qui va permettre aussi d'avoir un organisme qui fonctionne de façon optimale, ça va être justement cette alimentation au quotidien et qui va être quelque part une condition de performance et qui va être la base de l'alimentation sportive. Et finalement, la base de l'alimentation du sportif, c'est finalement son alimentation au quotidien et c'est quelque part les bases de l'alimentation qui va être commune avec quelqu'un qui n'a pas d'activité physique ou d'activité sportive intense. Donc c'est vrai que cette question-là, elle est intéressante et pour y répondre, ça va être très difficile d'y répondre là de façon succincte, mais de façon générale, une alimentation qui va être respectueuse de la santé, ça va être une alimentation qui va avant tout s'orienter plutôt vers des aliments qui vont être bruts, qui vont être des aliments qui vont respecter les saisons, puisque la nature est plutôt bien faite et nous donne au moment où on en a besoin dans les saisons auxquelles on va les consommer, et ben ces aliments qui vont être proposés par la nature à cette période-là, et ben qui vont nous amener les éléments dont on a besoin justement à ce moment-là. Donc ça va être une alimentation qui va être brute, qui va être de saison, qui va être locale, parce que l'alimentation locale va aussi permettre d'avoir quelque chose qui rentre dans un circuit qui va être respectueux alors, de l'environnement d'une part, mais aussi qui va peut-être un peu plus respecter le travail artisanal quelque part et le travail non intensif de l'aliment et l'ultra transformation d'un aliment. On a du coup une qualité du produit qui est nutritionnelle qui est meilleure, exactement. Qui veut une alimentation brute, locale, de saison et une alimentation qui va être variée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très souvent, mais quelque part, c'est quelque chose de très simple, mais qui est un gage de bonne santé du microbiote, qui va être un gage aussi d'apport global et de satisfaction des apports globaux en termes de minéraux, de vitamines, etc. Donc d'amener de la variété. Et ce socle-là, ce socle de la pyramide, si vous voulez, d'ailleurs, il existe une pyramide alimentaire qui a été très bien faite par Anthony Berthoud. Ouais. Peut-être que tu pourras mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc la pyramide alimentaire de la nutrition positive, qui finalement résume pour moi l'alimentation saine et l'alimentation santé au quotidien. Et le base de cette pyramide, c'est justement ces aliments qui vont être bruts, locaux, de saison, non transformés, une hydratation, une bonne hydratation au quotidien, et malgré tout, quelque chose qu'on oublie souvent, ça va être la notion de plaisir, parce que l'alimentation, elle a quelque chose aussi de culturel, elle a quelque chose de gustatif, elle va faire appel aussi, non pas uniquement à quelque chose de primaire, mais aussi elle va faire appel au sens, et parce qu'elle va faire appel au sens, et ben cette notion de plaisir va aussi rentrer en compte, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. De la même façon qu'on parlait tout à l'heure de l'alimentation à l'effort en ultra trail, ça peut être là aussi intéressant pour garder aussi une bonne santé mentale, si je peux dire, en course, là où finalement sur des efforts longs on va aussi avoir une fatigue mentale qui va s'installer, et ben d'avoir aussi des aliments qui vont être réconfortants, pour lesquels on sait que c'est peut-être pas forcément les aliments qui sont optimaux d'un point de vue nutritionnel. Oui, c'est le coup de cœur. Mais c'est le coup de cœur, c'est l'aliment qui va être réconfortant, ça va être l'aliment qui va vous faire du bien. Et ben ça peut être important malgré tout de le mettre dans votre sac de course, ou alors de le donner à l'assistance. Moi j'ai des petits bonbons, les petits bonbons gélatineux qui me font plaisir, et un autre truc que j'utilise souvent, c'est des mini lions là, tu vois, des lions. C'est un truc, peut-être que nutritionnellement c'est pas le truc le plus optimal, mais ça reste du sucre, ça reste facilement assimilable, et puis ça me fait plaisir d'un point de vue sens gustatif, et je sais que j'ai jamais eu de problème avec ça, et ça m'a plutôt apporté que du positif, quoi. Exactement. En fait, il faut à la fois garder cette notion de joker, le joker plaisir, mais il faut que ça reste un joker,
Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas structurer Faut pas que son ce soit la base. alimentation là-dessus. Mais en fait, c'est complètement OK à partir du moment, là encore, où ça a été testé. Eh C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui va vous faire du bien à la tête, si vous ne l'avez jamais testé à l'entraînement ou lors de vos randos courses, etc., même si c'est quelque chose qui n'est pas optimal d'un point de vue nutritionnel, il faut malgré tout là aussi le tester avant vos courses, de sorte à ce que ce ne soit pas la chose qui va vous faire plaisir à la tête au moment de la course, mais qui par contre va vous entraîner une gêne qui va pour le coup très vite vous gâcher ce plaisir-là. Donc même si on sait que nutritionnellement c'est pas optimal, il faut se le garder comme joker pour la course, mais malgré tout ça n'empêche que tout ce qu'on va apporter pendant la course, idéalement il faut l'avoir testé avant. Donc ce petit aliment plaisir, il faut l'avoir testé là aussi en rando course, juste pour s'assurer que il fait du bien à la tête, ça on le sait, il n'y a pas besoin de le tester, mais par contre s'assurer qu'au niveau digestif c'est ok aussi. Ok. Donc je reviens juste du coup à cette dimension et à la dimension alimentation santé. Je vous invite juste à aller consulter cette pyramide alimentaire. Il faut savoir que le cours 1.8 aussi est ouvert à n'importe qui, le cours 1.8 de la clinique du coureur est ouvert à n'importe qui souhaiterait optimiser justement son alimentation en course, etc., sans avoir besoin d'être professionnel de santé, donc il faut le savoir. Et donc cette pyramide alimentaire là, elle est vraiment la base d'une alimentation saine, et elle est intéressante dans le sens où la base de la pyramide, c'est souvent ce qu'on considérerait comme le moins important, et on mettrait en haut de la pyramide ce qui est le plus important. Et cette pyramide là, elle est à l'inverse construite de sorte à ce qui est à la base, c'est les fondations de la maison, c'est le socle, c'est votre alimentation au quotidien, c'est vraiment au contraire ce qui est le plus important, et que finalement ce qui va arriver tout en haut, c'est ce dont vous avez peut-être le moins besoin et ce qui est le plus à limiter, tout en gardant en tête que ça peut être intéressant de l'apporter d'un point de vue nutritionnel, mais aussi parce que on a aussi cet aspect qualitatif, gustatif de l'alimentation, et ce côté plaisir qui est à prendre en compte. Pour revenir un petit peu sur la question, du coup, c'était ce qui nous avait plu, c'était de voir qu'en fait on est intéressé tout de suite par la performance et qu'on fait passer la prévention, le risque des blessures en second plan, alors que pour performer, on a besoin d'être justement en bonne santé, et donc on devrait plutôt voir la question dans l'autre sens. Et là on en parle par rapport à la nutrition, mais moi je le vois souvent aussi dans les contenus que je propose par rapport à l'entraînement, où au final on est plus intéressé, on est plus challengé par tous les petits tips, toutes les petites astuces pour bien s'entraîner, pour avoir des nouvelles techniques d'entraînement, avant de penser à comment m'entraîner sans me blesser, comment continuer à m'entraîner pour que je puisse du coup progresser, parce que je le répète assez souvent, un athlète qui se blesse pas est forcément un athlète qui progresse. Là c'est pareil, à partir du moment où je vais être en bonne santé, où je vais avoir une nutrition au quotidien de qualité, je ne peux qu'optimiser pour justement avoir des meilleures performances derrière. Et en fait, de la même façon, le parallèle il est hyper intéressant. Et du coup, si je devais remettre là du coup plutôt ma casquette de kinésithérapeute, en fait, c'est une des raisons qui m'a amené à m'intéresser davantage à l'alimentation. C'est que finalement, je me suis rendu compte que l'alimentation sportive et le fait de chercher à optimiser son alimentation parce qu'on allait préparer une épreuve sportive, c'était souvent la porte d'entrée qui allait faire que les personnes allaient s'intéresser un peu plus à ce qu'elles allaient mettre dans leur assiette au quotidien. Et finalement, c'est là où, en reprenant plutôt ma casquette de professionnel de santé, je me suis dit, d'aller s'intéresser justement à l'alimentation du sportif, ça peut être la porte d'entrée pour justement aller expliquer que l'alimentation au quotidien c'est hyper important, mais que finalement les bienfaits de l'activité physique au quotidien, ils se trouvent à la fois dans la pratique de l'activité elle-même, mais aussi dans le fait qu'on va rechercher à travers la pratique et à travers la recherche de performance, on va chercher à optimiser son état de santé, on va chercher à optimiser son alimentation au quotidien, et que la préparation d'une épreuve, c'est souvent la porte d'entrée qui va faire que les gens vont s'intéresser peut-être parfois un peu plus à ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Et d'un point de vue professionnel de santé, c'est intéressant d'utiliser cette porte d'entrée-là pour avoir une approche un peu plus holistique et un peu plus globale sur la santé. Donc c'est vraiment une porte d'entrée qui est intéressante à exploiter et à explorer entre guillemets pour le professionnel de santé. Justement, toujours dans ce volet santé, on avait plusieurs questions à ce sujet-là. C'était le lien entre la nutrition, la course à pied et la perte de poids. Donc on a eu plusieurs questions. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la perte de poids et de la nutrition
dans le domaine de la course à pied. Ouais. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu cette question-là et elle est intéressante. Et finalement, lorsqu'on parle d'alimentation sportive, la question de la perte de poids revient très peu. Alors que dans ma pratique, le motif de consultation majeur pour les personnes qui recherchent des conseils en lien avec l'alimentation, le motif premier, c'est souvent la perte de poids. Et du coup, c'est une approche qui est intéressante parce qu'il faut considérer le poids et le surpoids plus quelque part, non pas comme une fin en soi et comme un élément contre lequel il faut lutter, mais plutôt comme le témoin et un symptôme d'un désordre interne et de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et de la même façon que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en surpoids qu'il faut considérer qu'on est en bonne santé. Le surpoids est chez certaines personnes le symptôme qui va permettre de quelque part se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça devrait, et pour pouvoir justement aller chercher des solutions et une optimisation justement de son alimentation. Donc ce qu'il faut savoir dans la recherche de perte de poids, c'est que lorsqu'une personne cherche à perdre du poids par l'activité physique, on croit souvent qu'il faut diminuer son apport énergétique, augmenter sa dépense énergétique, et que vu qu'on va moins consommer de calories et qu'on va, on va moins en consommer, on va moins en ingérer et qu'on va plus en dépenser, finalement on a une balance négative qui va faire qu'on va perdre du poids. C'est souvent une erreur qui est faite et qui amène très souvent à une perte de poids qui va être rapide au départ, parce que forcément quand on mange plus grand chose et qu'on fait beaucoup de sport, on perd du poids, mais qui finalement va préparer le terrain à une reprise derrière, parce que en fait on va créer un stress au niveau de l'organisme, on va exposer l'organisme à un stress, on va développer et mettre en place un terrain inflammatoire, un terrain d'inflammation qui finalement ne va pas forcément se traduire par des douleurs de type inflammatoire, mais qui va être une inflammation interne qui évolue à bas bruit, on parle d'inflammation de bas grade, et qui va finalement préparer la reprise, parce que ce terrain inflammatoire là va ensuite plutôt orienter nos apports énergétiques vers un stockage, parce qu'on a mis l'organisme en stress, plutôt vers un stockage plutôt que vers une dépense énergétique. Du coup c'est une question de quantité, encore une fois, de quantité si on veut mettre si c'est un objectif pour nous de perdre du poids, de vraiment pas être focalisé sur la perte rapide, mais vraiment de voir les choses sur du très long terme pour éviter de stresser de façon trop importante, comme pour de la charge mécanique en fait, de ne pas stresser de façon trop importante, parce qu'on pourrait se retrouver avec des effets contraires à ce qu'on recherche. Exactement. Et en fait, on va à la fois avoir cette dimension de perte rapide, et souvent cette perte rapide là, suivant finalement ce qu'on a mis en place pour perdre du poids, elle peut même être une perte de masse musculaire. Oui. Et cette masse musculaire-là va être au final l'élément dans le corps qui va nous permettre aussi d'avoir une certaine dépense énergétique, et qui, en ayant une perte de masse musculaire importante, va faire que lorsqu'on va reprendre une alimentation, parce que lorsque les gens cherchent à perdre du poids, souvent ils vont faire un régime, il va y avoir un début, il va y avoir une fin, et du coup au moment où on arrive à la fin du régime et qu'on reprend une alimentation normale, si pendant toute la durée du régime on a réduit sa masse musculaire sans le savoir, au moment où on reprend une alimentation comme on l'avait avant, on se retrouve à avoir une dépense un apport calorique qui est important, plus important, alors qu'on a réduit les éléments qui nous permettent d'avoir une dépense énergétique importante. Donc finalement, c'est ce qui fait que beaucoup de régimes vont vous permettre d'observer une perte de poids rapide, mais dès que vous allez avoir fini ce régime, une reprise qui va même souvent être plus importante que ce qui a été fait avec le régime. À ça, du coup, on en revient à ce que tu disais, il ne faut surtout pas chercher des effets qui vont être rapides, mais plutôt quelque chose qui va se faire au long cours. Et en fait, avoir conscience que la nutrition, l'alimentation, ce n'est pas simplement un apport calorique versus une dépense calorique, mais que c'est à la fois, bien sûr, ça va rentrer en compte, les calories ingérées, on ne peut pas espérer perdre du poids en ayant une alimentation qui soit démesurée, mais de la même façon, il faut avoir en tête que la nutrition, l'alimentation, c'est quelque chose, un aspect quantitatif, c'est aussi un aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais manger, et aussi un aspect chronologique, puisqu'au final le moment de la journée auquel on va manger tel ou tel aliment va avoir une influence sur l'utilisation de cet aliment là, et va pas avoir les mêmes effets sur l'organisme suivant le moment auquel on va l'ingérer, en lien avec nos rythmes biologiques. Et donc du coup l'alimentation, il faut vraiment la voir sous cet aspect quantitatif, cet aspect qualitatif et cet aspect chronologique qu'on détaillera probablement pas, mais dans l'aspect qualitatif, ce qu'il faut voir, c'est que l'aliment, c'est pas simplement une source de calories,
mais c'est aussi un aspect fonctionnel et que l'aliment il va aussi permettre la réalisation d'un certain nombre de fonctions pour l'organisme et que là où par contre, par exemple, lorsqu'on cherche à perdre du poids, et ben, certaines personnes vont chercher à limiter au maximum les graisses par exemple et à avoir une consommation de graisse qui soit très limitée parce qu'on pense que les graisses vont faire grossir. Et ben, il faut savoir que par exemple la consommation de certaines bonnes graisses, de certains bons acides gras tels que les oméga 3 par exemple, pour ne pas les citer, vont permettre finalement un fonctionnement optimal de l'organisme, vont permettre aussi de gérer l'inflammation et que la gestion de cette inflammation-là va participer finalement à orienter plutôt l'organisme vers un fonctionnement optimal et plutôt vers du coup un fonctionnement qui va viser plutôt la dépense énergétique plus que le stockage d'énergie. Au niveau de l'inflammation, il faut savoir que l'inflammation c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'adaptation et qui va nous permettre de nous adapter, de nous renforcer. Lorsqu'on va faire une séance de renforcement musculaire, et ben on va générer un état inflammatoire mais qui va être complètement contrôlé, qui va être complètement géré à partir du moment, et c'est là où on peut faire le lien avec l'entraînement, à partir du moment où la charge d'entraînement elle va être bien dosée aussi. Donc cette inflammation elle va être positive, elle va permettre de s'adapter. Mais en fait, si on n'apporte pas par l'alimentation les aliments qui vont permettre à la fois de contrôler cette inflammation-là, de la gérer, mais aussi de pouvoir résoudre cet état inflammatoire-là et de faire en sorte qu'il ne va pas être incontrôlé et ça ne va pas être un état inflammatoire qui va durer dans le temps, qui va s'étaler d'un point de vue spatial, qui va devenir systémique et qui va être modéré en termes d'importance parce que la charge va avoir bien dosé, elle va avoir été bien dosée, l'alimentation va faire partie des éléments qui vont nous permettre de réduire cet état inflammatoire-là et que lorsqu'on cherche à perdre du poids, la suppression de certains aliments vont faire que on ne va pas donner les armes justement à l'organisme pour pouvoir gérer cette inflammation et au mieux on ne performera pas, au mieux on ne s'adaptera pas, on ne progressera pas et au pire on dégradera son état de santé. C'est là où on ne peut pas chercher à la fois à optimiser ses performances et à perdre du poids en appliquant tel ou tel régime, mais finalement en associant les deux et en voyant plutôt le surpoids comme un symptôme d'un dérèglement interne et qu'à partir du moment où on veille à avoir une alimentation qui soit saine et quotidienne et une activité physique qui est nécessaire aussi au bon fonctionnement de l'organisme, le poids il va sur du long terme revenir tout doucement à un état d'équilibre et à un état optimal. Super intéressant. Du coup, on a eu une question qui permettrait vraiment de conclure un petit peu cette discussion. C'est est-ce que la pratique de la course à pied doit nous amener à un changement dans notre alimentation, dans notre nutrition? Donc voilà, rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur ce sujet? Ouais, alors c'est une super... rapidement, ouais. C'est facile. C'est une super question. Alors ça rejoint un petit peu la réponse que je te donnais tout à l'heure sur le fait que finalement le fait de pratiquer une activité physique, et du coup ça montre très bien que la démarche souvent de développement de l'activité physique va amener les gens souvent à prendre un peu plus soin d'eux sur le plan alimentaire. Finalement cette question-là, elle résume bien ça. Et on peut y répondre en se disant que souvent, on peut se dire que parce qu'on fait de l'activité physique, on peut s'autoriser un peu plus d'excès parce que je me suis fait du bien par l'activité physique, donc je peux me permettre telle ou telle chose. Ouais. Là où au contraire, j'aurais tendance à mettre un petit peu en garde et à se dire que le sport a une intensité soutenue, le sport a une charge importante ou de façon régulière, peut être le meilleur moyen aussi de développer un état de mauvaise santé parce que justement on va avoir cru que ça nous permettait de faire n'importe quoi entre guillemets d'un point de vue alimentaire. Donc à ça je réponds souvent que le sport c'est pas l'excuse pour pouvoir manger n'importe quoi, mais qu'à l'inverse la pratique régulière de l'activité physique doit vous amener à justement peut-être porter un peu plus, peut-être même encore plus que n'importe qui, attention à ce que vous allez mettre dans votre assiette parce que de par l'activité physique, vous allez augmenter votre dépense énergétique, vous allez augmenter le besoin de turnover protéique et au niveau d'inflammation. Au niveau, ouais, exactement, et puis au niveau aussi de la construction musculaire et puis etc. Vous allez avoir des besoins supplémentaires, vous allez aussi perdre davantage de minéraux par la sudation lorsque vous allez réaliser votre activité. Vous allez, de par le métabolisme énergétique, surconsommer certaines vitamines, certains minéraux qui, du coup, vu qu'ils vont être utilisés pour le fonctionnement musculaire et pour la dépense, vont pas être utilisés pour d'autres fonctions vitales de l'organisme.
Et ben, de cette façon-là, parce qu'on va consommer davantage de ces vitamines, de ces minéraux, de ces oligo-éléments, et ben, ça va être d'autant plus important de s'assurer que votre alimentation, et ben, vous les rende disponibles pour les autres fonctions de l'organisme. Donc, à ça, on pourrait conclure que le sport, c'est pas l'excuse pour manger n'importe quoi, mais c'est peut-être ce qui doit vous amener à porter un peu plus attention, encore plus à ce que vous allez mettre dans votre assiette. Mais il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme quelque chose de positif et qui va de façon générale vers un meilleur état de santé. Parfait, je pense que tu as très très bien résumé cette phrase. C'était important de souligner que voilà, la pratique sportive doit nous amener à une réflexion sur notre alimentation au quotidien, de par les apports dont on va avoir besoin, et que ça revient à ce qu'on a dit précédemment, mais que c'est par l'alimentation de notre quotidien qu'on va pouvoir maintenir un bon état de santé, et c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on va pouvoir éviter les blessures et donc performer le jour J avec toutes les différentes stratégies dont on a parlé en début de vidéo sur la course. Écoute William, je te remercie vraiment grandement d'avoir accordé ce temps-là à notre échange. Je pense que on a pu aborder pas mal des sujets qui ont été évoqués dans les questions que j'ai reçues. J'espère que chacun pourra trouver réponse à ces questions. Évidemment, s'il y a encore des questions, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo. On va pas refaire une vidéo demain, mais voilà, ça permet d'avoir quelques questions que je pourrais peut-être répondre moi au fur et à mesure des prochains contenus. Donc voilà, merci beaucoup William d'être venu. Et puis pour les autres, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao les runners. Merci à vous et merci à toi. Merci Will.